Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième édition du Débattez-vous. Bonjour Samir. Bonjour Pierre-Luc, bonjour à tous. C'est l'Europe qui constitue notre thème du jour, à moins de 2 mois des élections européennes qui se dérouleront du 22 au 25 mai prochain dans les 28 pays de l'Union européenne. C'est pas moins de 350 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que le scrutin des élections européennes ne passionne guère les Européens. En témoigne l'abstention en hausse continue qui a atteint 57% en 2008. L'Union européenne fait actuellement face à 3 grandes crises. Alors tout d'abord, une crise économique, crise qui a touché inégalement les différents pays de l'Union européenne. Entre le nord qui se pose en modèle et le sud qui se fait remonter les bretelles, il y a un écart très important. Il y a ensuite une crise politique, crise de confiance dans l'Union européenne, et enfin une crise diplomatique illustrée ces derniers mois par le problème ukrainien. Dans ses mémoires, Jean Monnet écrivait « J'ai toujours pensé que l'Europe se ferait dans les crises et qu'elle serait la somme des solutions qu'on y trouverait. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'Europe avance? Et sinon, comment faire pour la faire avancer ?» Alors nous allons tenter d'aborder tous ces thèmes au cours de ce débat. Pour ça, nous avons le plaisir de recevoir 3 invités sur ce plateau. Tout d'abord, Caroline Maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des études du think tank Confrontation Europe et spécialisée sur les questions économiques. Oui. Et également candidate aux élections européennes sur la liste Les Européens, l'alternative du candidat UDI Dominique Riquet. Absolument. Dans la circonscription Nord-Ouest. Absolument. Voilà. Ensuite, à votre droite, nous avons Aurélien Brouillet. Bonjour. Bonjour Aurélien Brouillet. Rédacteur en chef du Taurillon, magazine Eurocitoyen, pro-fédéralisme, publié par les Jeunes Européens de France, dont vous êtes chargé des relations publiques et de la stratégie politique au sein du Bureau national. Non, ça c'était l'an dernier. Bon, Je suis rédacteur en chef du magazine maintenant et c'est ça ma fonction à temps plein. D'accord. Enfin, Olivier Bedelem, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes un peu le régional de l'État puisque vous enseignez ici. Vous êtes maître de conférences en stratégie juridique européenne et vous possédez également le blog Légal Stratégie. Oui, exactement. Ça fait déjà 2 sur 3. Très bien, donc démarrons sans plus attendre ce débat en commençant par traiter de la question économique. Alors, l'Europe a dû faire face à 2 crises, la crise des subprimes et la crise de la dette souveraine. Première question, que pensez-vous des solutions apportées à ces crises? Ont-elles été suffisantes, d'après vous? Oui, alors effectivement, on a eu 2 temps différents pendant cette crise. Moi, je voudrais rendre hommage à l'action notamment de la Banque centrale européenne qui a engagé assez rapidement un certain nombre d'actions, des mesures non conventionnelles pour venir en aide à l'économie, pour éviter que cette crise des dettes souveraines nous entraîne vraiment au fond du gouffre, en adoptant une série de mesures pour faire en sorte que l'euro ne s'effondre pas et que ne soit pas pris dans une spirale négative de ces dettes souveraines. Donc elle a quand même pris un certain nombre de décisions qui ont rendu service à l'économie. Maintenant, il est vrai que on a pris de bonnes décisions sur les questions bancaires. Par exemple, on a mis en place une union bancaire pour faire face à d'éventuelles crises bancaires. Donc là, ce sont tout à fait des décisions qui ont été dans la bonne direction pendant cette crise économique. Maintenant, il ne faut pas être naïf, il faut rester lucide. On a encore du chemin à faire. Toutes les politiques adoptées pendant cette crise n'ont pas été parfaitement suffisantes, et notamment sur les aspects de croissance. Moi, je pense qu'il manque aujourd'hui une véritable politique économique concertée entre les États membres. Ce ne sont pas une série de sommets tous les 2-3 mois qui permettent de mettre en place réellement une véritable politique économique. Moi, je pense que nous avons besoin notamment d'une politique industrielle européenne qui soit vraiment beaucoup plus forte, notamment au sein de la zone euro. Et c'est pour cela que je pense qu'il y a vraiment un effort de concentration des politiques à faire, notamment de renforcement de cette zone euro à poursuivre. Donc, on est encore au milieu du gué. Voilà. Vous voulez quelque chose à ajouter, par exemple, M. Bedelem? Oui, en fait, la question de la crise des subprimes et celle des dettes souveraines, finalement, c'est 2 questions totalement différentes. La crise des subprimes, c'est une crise qui vient de l'extérieur, qui trouve son origine aux États-Unis, et puis finalement qui impacte l'Union européenne. Et donc là, effectivement, c'est intéressant de voir la manière dont l'Union européenne a réagi, devait réagir. Est-ce que chacun des États devait réagir? Et puis finalement, on se rend compte que certains États, la plupart d'entre eux, auraient été un peu démunis face à une crise aussi forte qui venait de l'extérieur. Et puis l'Union européenne qui, à cette époque-là, était
tout juste en mesure de répondre. Et finalement, vous citiez Jean Monnet tout à l'heure, l'Europe se fait dans les crises. Là, ça a été une manifestation du fait que c'était l'un des domaines dans lesquels il était intéressant de collaborer. La question en revanche des dettes souveraines là, est différente, parce que là, c'est une crise qui vient de l'intérieur de l'Union européenne, qui vient d'un pays, de quelques pays de l'Union européenne. Et puis là, la question se pose de savoir est-ce que l'Union européenne aurait dû ou non réagir. Et finalement, autant on a très peu de doutes sur la question de savoir sur les subprimes, est-ce que c'est l'Union européenne qui devait intervenir ou pas. Et là, la réponse c'est clairement oui, il fallait que ce soit l'Union européenne qui soit capable d'intervenir et de parler d'une voix forte et de défendre l'ensemble de son territoire. Autant sur les dettes souveraines, là il y a un vrai débat qui se pose et mon objectif c'est pas d'y répondre forcément. Je suis très bien entouré pour le faire, mais de savoir s'il fallait laisser les États se débrouiller, laisser la Grèce dévaluer, laisser Chypre s'enfoncer et puis déposer de bilan. Ou est-ce qu'il fallait que l'Union européenne, au contraire, se renforce et que dans le futur, elle se renforce et qu'on ait une vraie gouvernance de la zone euro? Alors justement, vous avez parlé de la dévaluation pour la Grèce, sauf que justement, puisque maintenant elle est dans la zone euro qui possède 18 États membres, eh bien, il y a une incapacité à dévaluer, si bien que la volonté d'abandonner l'euro est une volonté toujours plus forte ces dernières années. On a le chiffre, par exemple, même si la défense de l'euro est aujourd'hui toujours majoritaire, avec 62% de défenseurs en France, 66% en Espagne et seulement 56% en Allemagne, ce qui est assez paradoxal. Eh bien, que faire de l'euro et comment réagir, comment interpréter ce rejet qui est toujours aujourd'hui minoritaire de l'euro? Sur la monnaie unique, je pense qu'il y a un problème fondamental à partir du moment où on l'a mis en place et qui a déjà été évoqué, c'est le fait qu'on a mis en place une monnaie sans mettre en place de politique économique concertée qui puisse qui puisse permettre à cette monnaie de fonctionner. C'est-à-dire qu'on a mis en place un outil sans dire précisément à quoi allait servir cet outil. À partir de ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile à gérer et ça pose problème. Le dégoût et le rejet de l'euro, c'est aussi un rejet qui est, sur toutes les statistiques qui sont données, c'est pas un rejet qui est fondé économiquement, c'est aussi symbolique et c'est un symbole de la perte de souveraineté d'un certain nombre d'États, souveraineté qu'ils avaient déjà perdue, qui en fait ils regagnent avec l'euro, mais qui reste le symbole du fait que actuellement les États, c'est plus l'échelon auquel se passe un certain nombre de choses économiques et on a besoin d'une monnaie concertée. Ce que je pense vraiment le vrai problème qu'il y a eu avec l'euro, c'est qu'on a mis en place la monnaie, que tout marchait plus ou moins bien, mais qu'on n'est pas allé plus loin, qu'on n'a pas mis en place les politiques économiques concertées pour utiliser la monnaie et qu'à partir de ce moment-là, ça a posé problème. Et juste pour revenir un très bref instant sur tout ce qui a été dit avant, effectivement l'Europe a beaucoup avancé durant les crises, mais il y a quand même un problème fondamental qu'il faut pointer du doigt, c'est la réactivité. Certes, l'Europe a réagi, mais elle a réagi tardivement, elle a réagi dans l'urgence et je pense que c'est un véritable problème à long terme de voir que face à des crises, l'Europe met plusieurs sommets, il faut de l'unanimité, on n'est pas d'accord, au final ça prend des mois et des mois de processus, là où d'autres pays vont pouvoir dire en quelques semaines, voire en quelques mois, simplement voilà, c'est notre ligne et on fait comme ça. Pour réagir à votre question, rebondir sur la question de la sortie de l'euro, parce que finalement c'est ça que vous abordez, moi je voudrais faire deux remarques. La première, c'est malgré la crise, il y a encore 62% des Français qui soutiennent l'euro. Donc moi je pense au contraire que c'est quand même un très bon signal et que les gens ont bien compris que c'était pas l'euro le problème. Faut quand même être clair, et ça a été dit précédemment, c'est un certain nombre d'États qui avaient des problèmes de dette publique. Il y a également un problème d'endettement privé qui est un problème plus global. On a vécu au-dessus de nos moyens depuis des années, voilà, que ce soit le public ou le privé. Donc c'est pas l'euro le bouc émissaire. Voilà. Donc moi je pense au contraire que 62% des gens qui soutiennent encore l'euro malgré la crise, c'est au contraire qu'ils ont compris ce message-là. Puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est envisageons un instant la sortie de la zone euro. Ça voudrait dire quoi pour notre économie? Ça voudrait dire par exemple pour votre livret d'épargne que vous perdriez 25-30% de sa valeur. Ça voudrait dire aussi par exemple que votre note à la pompe à essence prendrait 30 ou 40% de sa valeur. Notre déficit commercial français est
notamment un déficit à 83% sur l'énergie. Si nous sortons de l'euro, nous allons payer beaucoup plus cher ces importations en énergie, et donc vous allez payer beaucoup plus cher votre essence à la pompe, par exemple. Nos entreprises seraient également fortement concurrencées sur la scène internationale, considérablement fragilisées. On peut même imaginer un certain nombre d'entreprises qui seraient soumises à des rachats offensifs de la part de pays émergents, par exemple, parce qu'elles perdraient de la valeur. Donc ça pourrait vouloir dire des géants industriels européens, ou donc français en l'occurrence, si c'est la France qui sortait de l'euro, qui pourraient se faire racheter par des concurrents étrangers. Tout ça, ce n'est qu'une série d'exemples pour vous montrer qu'une sortie de la zone euro est vraiment économiquement un saut dramatique pour notre économie. Je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines de raisons pour lesquelles sortir de la zone euro serait vraiment dramatique pour notre économie. Donc, si je résume votre pensée, vous seriez plutôt pour aller plus loin dans l'intégration économique, plutôt que rebrousser chemin en quelque sorte et d'abandonner un euro qui n'est exactement, imparfait. Tout à fait. Comme vous le disiez tout à l'heure, on marche sur une jambe aujourd'hui. On a une union monétaire, mais on n'a pas l'union économique réellement. Voilà, et on a besoin de construire. Alors, ce que nous appelons un gouvernement de la zone euro, avec un vrai ministre de la zone euro qui soit en charge de politique économique. Et j'insiste notamment sur les questions de politique industrielle, notamment, pour relancer, redynamiser l'emploi dans notre pays, par exemple. Oui, mais vous ne pensez pas que par rapport aux disparités qu'il y a selon les différents pays, entre l'Allemagne, l'Espagne et les secteurs économiques sur lesquels ils sont forts, ça paraît compliqué de faire une politique unifiée qui plairait à la fois à tout le monde? Ça veut pas forcément, c'est pas, quand on fait une politique commune, ça veut pas forcément dire que les objectifs sont les mêmes pour tous. On peut avoir des objectifs différenciés selon les pays. Effectivement, ça me paraît plus raisonnable d'aller faire de l'énergie solaire, par exemple en Grèce, plutôt qu'en Allemagne. Or aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas forcément ce qui se passe. L'Allemagne aurait peut-être intérêt à collaborer avec la Grèce justement pour aller déployer son industrie solaire en Grèce plutôt qu'en Allemagne. Donc c'est plutôt en mettant en place des collaborations comme ça, des coopérations entre des pays qui certes ont effectivement des problématiques différentes, que l'on peut renforcer globalement la compétitivité de l'Europe. N'oublions pas que nous sommes dans un monde globalisé qui est une réalité aujourd'hui et que donc la vraie question qu'il faut poser, c'est la compétitivité de notre économie dans le monde. On n'est pas tout seul chez nous. D'accord. Alors, vous avez parlé de l'union bancaire comme solution mise en place. Alors, à ce propos, j'aimerais vous faire réagir sur un propos de Michel Aglietta, dans un entretien qu'il a donné à Alternative économique en septembre 2013. Et il disait, en résumé, c'est une citation, « L'erreur qu'ont faite les gouvernements à partir de 2010 a été d'inverser le court terme et le long terme. Le problème du chômage a été considéré comme un problème de long terme, alors que la consolidation budgétaire est vue comme une urgence. » Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'il a raison de dire qu'on a inversé les priorités et qu'on n'a pas traité le bon problème en premier? Ou au contraire, il se trompe? Je ne sais pas si on peut vraiment mettre une hiérarchie entre ces types de priorités. Moi, je pense que ça fait quand même des dizaines d'années qu'on laisse courir cette question de dette publique, que c'est une question qui ne fait pas plaisir à personne, mais que c'est une question qu'il faut malgré tout traiter. Maintenant, c'est pas pour autant que la question du chômage doit être repoussée à demain, effectivement, et c'est une question qui a trop peu été traitée par l'Union européenne, par la zone euro notamment, et ça c'est une erreur. C'est vrai qu'on n'a pas suffisamment prêté attention à cette question de l'emploi ces dernières années. On s'est concentré sur les questions financières, bancaires, qui sont essentielles pour notre économie, attention. Mais c'est vrai que l'Union européenne a été trop faible dans ses réponses sur les questions de l'emploi. Et ça, faut être lucide dans ce diagnostic-là. Donc effectivement, il y a des politiques à déployer. Et en même temps, le paradoxe, c'est que quand on regarde les lois qui ont été votées, quand on regarde la législation européenne et ses domaines d'action, l'Union européenne a été très active ces 10 dernières années sur le domaine justement de la législation autour de l'emploi, de la protection des travailleurs, d'un certain nombre de choses. En revanche, jusqu'à il y a 5 ans, elle était très peu active sur le domaine de la régulation financière et du domaine bancaire. Et ça pour une raison assez simple qui était que la personne qui était en charge des affaires financières au sein de la Commission européenne était opposée à une régulation trop forte des domaines financiers. Et donc il y a eu très très peu de réglementation. La réglementation elle vient là depuis 5 ans.
sur les 5 dernières années. En revanche, tout ce qu'on avait mis en suspens a été adopté d'un coup. Et donc là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver. On se dit, tiens, c'était peut-être un petit peu tard. Mais en même temps, ça ne vient pas forcément du fait qu'on a inversé court terme, long terme. Ça ne vient pas forcément du fait qu'on a fixé les mauvaises priorités. Parce qu'encore une fois, très clairement, aujourd'hui, ne serait-ce que sur la région Nord-Pas-de-Calais, puisqu'on est ici, il y a aujourd'hui 400 millions d'euros qui sont versés sur 6 ans sur les fonds sociaux européens pour aider l'emploi. Et donc pour développer l'emploi. Donc il y a des vraies politiques d'emploi européennes qui existent et qui sont capables de pouvoir remplir justement ces objectifs-là. Simplement, effectivement, on n'en parle pas beaucoup, ils ne sont pas très visibles. Aussi, sur ces politiques-là, elles sont non seulement peu visibles, mais elles ne sont pas vraiment développées. Si on pense au chômage des jeunes, l'Union européenne essaye, tant bien que mal, mais c'est très difficile d'aboutir à un consensus au niveau européen. Les crédits qui sont développés sont souvent laissés à la discrétion des États. Après, ils sont utilisés, on ne sait pas trop comment, pour aller dans on ne sait pas trop quelle administration, et au final, le résultat concret est un peu difficile à percevoir. C'est vrai qu'on aimerait bien voir une vraie politique d'envergure pour lutter contre le chômage de relance, je dirais. Ça rejoint aussi la croissance, puisque le chômage et la croissance, ils sont liés. Mais après, c'est exactement il n'y a pas de hiérarchie à faire, je pense, entre les deux, et les deux efforts doivent être menés conjointement. Et la question, c'est que peut faire l'Europe sur ces deux volets, quoi. Et pour finir sur cette question de la crise économique, vous ne pensez pas que cette crise aurait pu souder les États européens ensemble, et finalement, au contraire, elle a l'air de les avoir divisés? Par exemple, il y a l'exemple de Angela Merkel qui se rend à Athènes et qui est accueillie par des saluts nazis et des croix gammées. Et donc on a l'impression que l'Europe est sortie fragilisée de ces crises profondément, alors qu'elle aurait pu se servir de ça comme un point de rassemblement autour du projet européen. Enfin, je sais pas si vous... Il y a effectivement un peu un paradoxe qui se joue là. Effectivement, il y a eu des réactions assez virulentes, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Et en même temps, j'allais presque dire, à la faveur de la crise, les Européens ont pris conscience qu'ils étaient totalement interdépendants. Et je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne que les citoyens ont autant conscience de l'interdépendance de nos économies. Donc, effectivement, ça fait grincer des dents par certains aspects aujourd'hui, mais dans un autre contexte, on se rend compte aussi que, peut-être que tous ensemble, on est plus fort dans la mondialisation, et que de toute façon, nos économies sont tellement liées qu'on a tout intérêt à fonctionner mieux ensemble dans le futur. Donc il y a un peu un paradoxe. Monsieur Torion, vous êtes d'accord avec ce constat? Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire, et j'aimerais même rajouter, si on regarde concrètement les réalisations qui ont été faites, dont on a parlé, ça peut être union bancaire ou etc., l'Europe très concrètement est ressortie plus soudée, est ressortie plus unie. Alors après, ça s'est fait dans la douleur, et ce que tu décrivais sur l'accueil par les saluts nazis, pour moi c'était plus symptomatique de la crise que de la sortie de crise, et là on est plutôt dans une seconde phase qui est plus de la sortie de crise. On voit que tous ces mouvements-là se sont bien calmés, et qu'au final, qu'est-ce qui sort? Une intégration renforcée et de nouveaux projets qui vont être menés à terme. D'accord, je vais rajouter quelque chose. Moi, j'ai l'impression que, et là on va pas être complètement d'accord, ce qui est bien, on est dans un débat, oui. On est passé peut-être d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que moi ça fait 15 ans que je suis militant européen. Pendant 10 ans, il fallait que je milite pour l'Europe, pour plus d'Europe, en disant tiens, regardez, l'Europe elle est bien et il faut en faire, il y a des choses qu'on peut mettre ensemble. Parce que les États voulaient pas. Parce que les États individuellement, ils voulaient pas trop se rapprocher, pas trop collaborer. Et puis finalement, depuis 5 ans, j'ai l'impression que c'est complètement l'inverse. Aujourd'hui, tout le monde a le mot fédéralisme en tête. Tout le monde dit on va tout faire ensemble, on va tout mettre ensemble. Et forcément, ça génère une réaction qui est une réaction des populations, qui est dire oui, mais attention, parce que qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que ça va devenir un État unitaire? Est-ce qu'on va me piquer ma spécificité? Est-ce qu'on va m'empêcher de réagir? Est-ce qu'on va me dire de faire des réformes que j'ai pas envie de faire? Et est-ce que je dois vraiment tout mettre en commun? Est-ce qu'il faut qu'on mette absolument toutes nos compétences en commun ou pas? En gros, pour résumer votre pensée, c'est qu'il y aurait une peur vis-à-vis d'une intégration qui aurait été ressentie comme forcée, une intégration en marche forcée par certains. Oui, puis on ne sait pas jusqu'où on va aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les discours qu'on entend, c'est il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on fasse tout ensemble. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que c'est pas vrai? Ou en tout cas, c'est dans le discours, dans la manière dont on le vend. Finalement, ça peut être un petit peu dangereux parce qu'on aura forcément des gens qui vont dire bah oui, mais moi j'ai envie qu'on garde ma spécificité, j'ai envie qu'on garde tel domaine que je veux pouvoir faire moi-même. On entend des politiques qui disent je veux avoir une possibilité d'avoir un peu de patriotisme économique, un peu de. Et finalement, aujourd'hui, on peut même pas leur répondre. Mais tu l'as déjà ou tu l'as pas. Parce que dans le discours ambiant, on ne sait pas jusqu'où veut aller l'Europe. Carole Ulmer, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir à ça. C'est les États membres qui ont pris, ce sont les États membres qui ont pris des décisions pendant la crise. Et particulièrement, ce qu'on appelle l'intergouvernemental a été particulièrement fort pendant la crise. Donc c'est pas Bruxelles, ce sont les États membres qui ont pris ces décisions. Donc finalement, c'est bien la souveraineté des États qui s'est là exprimée pendant la crise européenne. Donc c'est quand même l'expression des citoyens européens là qu'on a retrouvé dans l'incarnation des chefs d'État, des chefs de gouvernement qui ont pris ces décisions pendant la crise. Donc ce ne sont pas les institutions européennes qui ont je dirais, poussé, enfin bien sûr elles ont fait des propositions, mais malgré tout ces décisions elles étaient quand même le fait des chefs d'État qui étaient responsables devant leurs citoyens. Donc c'est pas c'est pas Bruxelles qui a poussé, forcé le trait. Les chefs d'État eux-mêmes sont allés dans cette direction-là. Donc voilà, je voudrais pas qu'on fasse de Bruxelles le bouc émissaire non plus de cette crise. Et le deuxième aspect, c'est on ne dit pas qu'il faut forcément tout mettre en commun. Je préfère dire il faut qu'on recentre l'Europe sur l'essentiel. C'est vrai que pendant un certain nombre d'années, elle a eu le travers de s'occuper des petites choses parfois du quotidien. On se demande pourquoi elle réglemente la cage la taille des cages à poules. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont un petit peu aberrantes, qui pourraient tout à fait être du ressort quand même des États-nations, des régions, des localités. Enfin bref. Et en revanche, elle n'a pas pris en main des politiques pour lesquelles elle pourrait donner une impulsion au niveau européen, typiquement des questions de politique industrielle, d'investissement dans des grandes infrastructures qui seraient notamment un élément qui pourrait relancer notre économie. En tout cas, il y a un domaine dans lequel les États membres ont gardé une souveraineté entière. Eh bien, c'est la diplomatie, et ce n'est pas forcément pour le meilleur de l'Union européenne qui doit bien avouer sa faiblesse de ce côté-là, malgré la nomination de Catherine Ashton à la tête de sa diplomatie. Alors, cette faiblesse, entre guillemets, en termes de diplomatie, en termes géopolitiques, s'est illustrée à l'occasion de la crise ukrainienne. Et donc, on a... Oui, la crise ukrainienne où l'Europe avait l'occasion de briller diplomatiquement, de vraiment faire peser un poids, et où finalement on a eu l'impression que Vladimir Poutine s'adressait juste à Barack Obama sans passer du tout par l'Europe. Et donc déjà, est-ce qu'avec cette présentation de cette situation, êtes-vous d'accord avec cet état de fait de base? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que finalement dans le discours, autant sur les tout premiers temps, l'Union européenne a eu un tout petit peu un temps de réaction pour réagir. Autant très rapidement, au contraire, la Russie s'est rendue compte que si elle allait trop loin, elle se heurtait directement à l'Union européenne et qu'elle entrait directement en guerre contre l'Union européenne et non pas contre les États-Unis. D'ailleurs, pour rebondir rapidement sur ce que vous venez de dire, on se souvient de la phrase prononcée par la secrétaire d'État américaine aux affaires européennes, qui avait dit dans une discussion privée avec son homologue russe, je crois, « Fuck the EU ». Ça prouve bien que l'Union européenne existe diplomatiquement. Mais... Oui, déjà j'aimerais bien réagir sur le fait que tu dis l'Union européenne pouvait briller sur l'enjeu ukrainien. Pourquoi est-ce qu'elle pouvait briller là et elle pouvait pas briller l'an dernier sur les crises maghrébines? Je sais pas trop, surtout que quand on voit les enjeux ukrainiens, c'est des enjeux avec la Russie, c'est des enjeux énergétiques. Quand on voit la dépendance allemande au gaz russe, c'est très difficile de briller face à la Russie pour les Allemands, beaucoup plus que par exemple ce qu'on aurait pu faire éventuellement au Maghreb. Ensuite, l'Union européenne, pour moi, elle n'existe pas diplomatiquement. Quand on dit fuck the EU, c'est qu'il y a une ligne diplomatique qui est habituellement utilisée par les pays européens, qui est à peu près la même et qui est légèrement différente de celle des États-Unis, en excluant la Grande-Bretagne qui s'aligne le plus souvent sur les États-Unis.
Et je pense qu'on touche là un problème structurel de l'Union européenne qui est exactement comme une monnaie unique sans politique économique, c'est que on fait des choses en commun, mais on refuse de faire le pas en plus qui permettrait d'être vraiment écouté, d'être vraiment uni sur la scène internationale. Et chaque État va de son bon commentaire, mais aussi pour exister. C'est-à-dire que c'est grâce à ça aussi qu'il va exister sur la scène internationale. Et le problème de la diplomatie, c'est que ça voudrait dire qu'à un moment donné, les chefs d'État vont dire à leur population, voilà, quand on va s'exprimer sur la scène internationale, ce sera plus la France, ce sera l'Union européenne. C'est extrêmement difficile pour les citoyens d'admettre ça, de le comprendre, même si de facto, dans un monde globalisé, la France elle peut faire des actions, on a quand même une puissance militaire, mais si on n'a pas la puissance diplomatique européenne derrière nous, on voit que ça pose problème. D'ailleurs, on demande à l'aide à l'Europe sur nos opérations extérieures, par exemple en Centrafrique. On dit à l'Europe, venez nous aider. Ça prouve bien que la France seule n'arrive plus. Sauf que maintenant, il faudrait que les dirigeants européens aient le courage de dire à leur population, voilà, tout seul, on n'arrive plus, on n'est plus assez fort, on n'est plus assez puissant, on va mutualiser ça au niveau européen, là on sera écouté, on sera entendu, et on pourra faire des pressions efficaces. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit par tous les deux. Moi, je trouve que l'Europe a quand même eu une voix par rapport à la Russie, qu'effectivement, c'était pas forcément évident, notamment à cause des questions énergétiques, de se positionner. C'est pas non plus évident parce que la situation en Ukraine n'est pas forcément extrêmement claire. Hein. Ce sont quand même les citoyens ukrainiens qui doivent déterminer quelle est la ligne qu'ils souhaitent poursuivre pour eux-mêmes. Maintenant, il y a quand même eu un certain nombre de manifestations de soutien Place Maïden vis-à-vis de ces gens qui se reconnaissaient dans les valeurs de l'Union européenne, dans l'état de droit, et donc l'Union européenne a quand même apporté son soutien à ces populations en disant effectivement que leur action était bienvenue dans cette direction. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas de vraie diplomatie européenne, on n'a pas de vraie politique de défense au niveau européen, et c'est bien dommage. On a vu la France au Mali, en Centrafrique. Aujourd'hui, elle a été seule à agir, ou quasiment. Il y a vraiment encore des étapes à faire pour construire une vraie diplomatie, une vraie défense au niveau européen. Mais il y a des signaux quand même positifs. La Pologne, par exemple, qui était totalement opposée à l'idée d'une défense européenne, s'ouvre à cette idée. L'Allemagne aussi est d'accord pour organiser un certain nombre de sommets au niveau européen sur les questions de défense. Donc, ça bouge. En fait, l'Union européenne a une diplomatie qui serait en fait un peu une diplomatie à minima, qui serait basée sur des valeurs que partagent tous les États membres. Mais en fait, ne faudrait-il pas accepter une réalité qu'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, énoncé récemment. Il disait « Je n'ai jamais pensé que les Européens puissent avoir une expression unique. L'histoire est là. Ce sont des histoires très différentes avec des visions très, très différentes. » Il dit « Même si on met un champion du monde de la diplomatie à la place de Ashton, ce serait difficile. » Vos réactions ? Alors, c'est complètement vrai. En tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, sur cette question, effectivement, de la diplomatie, il y a plusieurs visions des choses. Il y a une première vision qui est de dire on est chacun des États dans notre coin et puis on fait ce qu'on veut. Et puis, on va collaborer de manière ponctuelle sur des opérations. Moi, je mets 3 chars, toi, tu mets 3 avions. Il y a une deuxième vision des choses qui est de dire il faut que les États abandonnent de faire de la diplomatie. Et donc, il faut que toutes les relations extérieures, les États disparaissent de la scène internationale, perdent éventuellement leur existence internationale, leur existence en tant qu'État, deviennent des membres d'une entité supranationale. Et puis disparaissent pour ces questions internationales et soient totalement représentés par un ministre des Affaires internationales, par une Catherine Ashton, par une personne plus ou moins visible ou plus ou moins... et puis il y a finalement il y a peut-être des choses entre deux à faire. C'est-à-dire, est-ce que ces États doivent disparaître ? Hubert Védrine a totalement raison en disant la France a une histoire qu'elle avait avant de rentrer dans l'Union européenne. Le Royaume-Uni est toujours le membre le plus actif du Commonwealth et a toujours une histoire sur laquelle il ne souhaite absolument pas s'asseoir. Et puis, ils ont ces relations, que ce soit des relations économiques, diplomatiques, des relations d'aide, des relations humanitaires. Et donc, finalement, il peut y avoir un certain nombre de domaines, tels que, par exemple, les domaines défensifs, sur lesquels, là en revanche, aujourd'hui, on est défaillant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas une vision très claire de dire
Dans l'Union européenne, on a des valeurs, on a un service des relations extérieures, des relations internationales, et qui, dans un point de vue de défense du territoire ou de défense de ses valeurs, là doit être extrêmement fort. Et aujourd'hui, Catherine Ashton n'est pas extrêmement forte parce qu'on reste sur de l'intergouvernemental. Aujourd'hui, avant de décider d'agir en Ukraine, il faut se réunir à 28 et voir si on y va ou on n'y va pas. Et on dit à Catherine Ashton de prendre la parole, mais en réalité, il a d'abord fallu se réunir à 28. Ça, c'est idiot. Maintenant, en revanche, sur d'autres actions, si la France a envie d'aller au Mali, pourquoi elle ne pourrait pas aller au Mali ? Si le Royaume-Uni a envie d'aller aider en Jamaïque ou d'aller aider en Inde ou dans une ancienne dépendance et qu'ils ont envie d'avoir des relations diplomatiques, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas les avoir ? Pourquoi est-ce qu'ils devraient avoir l'accord des 27 autres pour y aller ? Et donc finalement, il peut y avoir des degrés différents, même sur ces questions de diplomatie. Mais encore une fois, je suis sûr qu'on ne sera pas d'accord avec mes voisins. Alors vous avez parlé de Catherine Ashton. Tu as la question ? Vous avez peut-être des réactions différentes ? Oui, forcément, je vais adhérer plutôt moi à la deuxième option qui est le tout abandon à une diplomatie européenne. Maintenant, ça dépend de ce qu'on appelle diplomatie. Bon, par exemple, là, ce qui est très à la mode, c'est ce qu'on appelle la diplomatie économique. La diplomatie économique, qu'est-ce que c'est ? C'est tisser des liens économiques étroits avec un pays. Effectivement, pour ça peut être pertinent sur certains contrats de le faire au niveau européen. Ça peut aussi être pertinent de laisser les États tout à fait interagir avec des gens avec qui ils ont une relation privilégiée. On a parlé de valeurs européennes. Pour moi, les valeurs européennes, c'est vraiment les bases d'un contrat social européen qui fait qu'on va se sentir européen. Quand on est par exemple aux États-Unis, on se sent européen. Quand on est dans n'importe quelle région du monde, on voit cette différence, on la sent. Et ça, c'est nos valeurs qui fait que, pour moi, à terme, la construction d'un État fédéral européen est possible. Et je pense qu'on peut complètement s'appuyer sur ces valeurs qui naissent d'une histoire commune. Parce qu'on nous parle d'histoires différenciées. Mais les États-nations tels qu'on les connaît actuellement, ils se stabilisent quand 1900 et encore. Jusque-là, tout était mélangé. Il y a eu des peuplades, il y avait des nomades. Au Moyen-Âge, c'est une espèce d'immense bazar. Après, ça revient, c'est les villes qui ont le pouvoir. Donc en fait, cette histoire, elle est européenne. L'histoire, elle est tout sauf nationale. La nation, c'est un concept qu'on a inventé après, qu'on a calqué, et on a dit voilà, maintenant, c'était Vercingétorix, le français, alors que voilà, Charlemagne le français, dont la capitale est en Allemagne. Enfin, c'est des choses qu'on a complètement réécrit l'histoire pour créer les nations, pour créer un cadre. Et je pense que la nouvelle étape de l'Europe, c'est dépasser ce cadre-là. Et je pense que ça passe aussi par un cadre diplomatique où effectivement, c'est pas qu'on abandonne cette histoire des nations, c'est qu'on reprend cette histoire européenne et on dit voilà, maintenant c'est toute l'Europe qui s'adresse à une autre région du monde en tant que grande puissance. Oui, comme disait Clémenceau, le nationalisme, c'est la guerre. Donc effectivement, on peut vouloir dépasser ce concept. Maintenant, moi, j'allais dire, je suis un petit peu entre vous deux parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'y est pas encore. Moi, j'aurais vraiment regretté, par exemple, que la France n'ait pas eu son siège au Conseil de l'ONU lors de la crise en Irak, parce que à ce moment-là, elle n'aurait pas pu manifester son opposition à la guerre en Irak. Voilà, donc c'était extrêmement important qu'elle le fasse à ce moment-là. Donc voilà, je pense qu'il y a encore un cheminement à faire. Maintenant, je suis tout à fait d'accord. On a un ensemble de valeurs, un contrat social européen, comme tu as dit, et ça, je pense qu'on doit pouvoir être à même de le partager, d'être solidaire dans la défense de ces valeurs. Moi, je pense que finalement, tous les Européens étaient d'accord pour qu'on aille intervenir au Mali, sauf qu'ils étaient bien contents que ce soit la France qui le fasse. Ils n'avaient pas besoin de mettre la main au portefeuille, mais ça, c'est pas la solidarité européenne, alors que pourtant, c'était la défense des valeurs européennes, et c'est là que je pense qu'il y a quand même un embryon de construction d'une diplomatie, d'une défense européenne à mettre en commun. À mes yeux, ça prendra encore un peu de temps. D'accord. Alors, donc, vous avez parlé de Catherine Ashton, vous avez parlé de l'insurrection à Maïden. Mais justement, Catherine Ashton, on l'a vu s'afficher aux côtés du leader de Svoboda, qui est un parti un peu national-socialiste. Le leader, il s'appelait bon, je sais pas dire son nom, c'est pas grave. Bref. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu contre toutes ces valeurs que vous avez citées, les valeurs européennes, les valeurs l'idéal de fraternité européen, de s'afficher avec un tel parti, et en quelque sorte le soutenir de par cette action ? Je sais pas si...
Oui, effectivement, ce que je disais au tout début, la situation est quand même très complexe en Ukraine. On a du mal à démêler un petit peu la situation, et ce sont aux Ukrainiens eux-mêmes de déterminer quel est leur choix, hein, quelle est leur option. C'est quand même leur pays, leur souveraineté pour le coup. Donc il faut les soutenir dans leur option s'ils souhaitent se tourner vers l'Union européenne et engager des coopérations avec l'Union européenne. Mais ce sont à eux, c'est au peuple ukrainien de se déterminer. J'ai limite envie de dire que je trouve ça bien parce que on n'est pas là pour mettre quelqu'un au pouvoir en Ukraine. On pourrait dire, voilà, l'Union européenne, sa diplomatie, ça va être... on va prendre un gars qui est vraiment pro-européen, on va le mettre au pouvoir en Ukraine, et puis on va faire des tas de choses avec l'Ukraine. Mais ça, justement, c'est pas nos valeurs. Ça a pu être fait par le passé par de nombreuses grandes puissances, et nous, c'est pas ça qu'on a envie de faire. On est là pour respecter le choix ukrainien, pour dénoncer des pratiques qui nous semblent étranges. Bon, voilà, des référendums qui sont annoncés 3 jours avant, qui sont pas constitutionnels, avec tout un tas tout ce qu'on sait, pas d'observateurs, etc. On est là pour dénoncer ça, pour prendre des sanctions contre ça si ça vient d'une puissance étrangère. Mais si après nous on fait la même chose, on n'a aucune crédibilité. Si nous on va critiquer les Russes en disant regardez, vous voulez mettre au pouvoir un pro-russe, et qu'après on dit mais nous on va aller voir que le pro-européen, même si les Ukrainiens ils en ont rien à faire, et on va dire c'est toi qui vas avoir le pouvoir avec notre soutien et notre argent. Non, je trouve pas ça bien. On a une question de Maximilien sur Twitter. Et il nous demande quelles seraient les conséquences d'un clash entre l'Europe et la Russie. Alors, Monsieur Bédélem, peut-être. C'est la guerre. En tout cas, l'issue la plus importante, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2 puissances qui sont suffisamment fortes pour, effectivement, si elles ont un désaccord puissant, pouvoir retourner dans une guerre. Et très clairement, on a une histoire, et pour le coup, une histoire européenne qui est une histoire, effectivement, d'invasion d'un certain nombre de pays par d'autres, et une histoire qui est plutôt sanglante et qu'on n'a pas forcément envie de revivre. Forcément, si la Russie prenait la Crimée, puis continuait, ça réveillerait des choses. Et c'est l'un des éléments qui ferait que l'Union européenne, ou en tout cas que les États européens, mais probablement dans ce cas-là représentés par l'Union européenne, feraient ce pas. Maintenant, la vraie question, c'est aujourd'hui, qui prend la décision ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se pose pas la question pour les États-Unis, il y a quelqu'un qui appuie sur le bouton et puis c'est parti. On ne se pose pas la question pour la Russie, c'est Vladimir qui appuie sur le bouton et c'est parti. Pour l'Union européenne, est-ce que c'est Catherine Ashton qui appuie sur le bouton en disant « je vous déclare la guerre » Est-ce qu'on se réunit à 28 ? Ou est-ce que c'est Angela et François qui se réunissent et puis qui disent « tiens, on y va » et on emmène les 26 autres. Et aujourd'hui, le mandat n'est pas clair. Aujourd'hui, vous avez posé une question, Carole y a super bien répondu, mais sur un mandat de Catherine Ashton, est-ce que c'est bien ce qu'elle a fait ou est-ce que c'est pas bien ? Il faut regarder ce qu'on lui a demandé de faire. C'est-à-dire que si ce qu'on lui a demandé de faire, si dans son mandat, on critique la BCE sur ce qu'elle décide, en réalité, elle fait que respecter le mandat qu'on lui a donné. Si Catherine Ashton, on lui a donné un mandat qui est de dire tu dois faire en sorte que les pays alentours respectent l'état de droit, on va discuter avec les gens qui veulent maintenir l'Ukraine avec son intégrité territoriale telle qu'elle existe. Et c'est tout. C'est la seule question qu'on va se poser parce que c'est le mandat qu'on aura. Ça devrait être une des questions pour les élections européennes d'ailleurs. On a aussi une réaction d'Éléonore sur Twitter, #débattez-vous, qui nous dit « La baronne Ashton, la ministre des Affaires étrangères de l'UE, ne parle que l'anglais ». Ce qui est selon elle... Elle va changer de toute façon, c'est bientôt les élections, donc justement, on va pouvoir mettre quelqu'un d'autre à la place. Vous m'offrez une belle transition puisque on va passer au thème suivant, c'est-à-dire les élections européennes et l'euroscepticisme, le rejet de l'Union. Voilà. Alors, il y a tout d'abord une question sur les enjeux de ces élections européennes. Florian Philippot affirmait lundi que les élections européennes auront un vrai intérêt en se transformant comme le FN le veut, en référendum sur notre appartenance à l'UE. Alors pour vous, Carole Lemaire, quels sont les enjeux de ces élections européennes ? C'est fou, hein, en l'espace de 5 ans, on nous aurait jamais posé la même question. Et là, maintenant, on cite le FN pour... bon. Bref, c'est très révélateur de ce qui se passe en ce moment. Non, la question qu'on pose aux citoyens, c'est d'élire leur député européen. C'est quoi un député européen ? C'est quelqu'un qui adopte la législation. 3/4 de notre législation en France
découle en fait de la législation au niveau européen. Donc, pour être tout à fait brutal, le député européen a un travail beaucoup plus important que le député à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Voilà. Vous allez voter pour votre député national, allez voter pour votre député européen, parce que finalement, il impacte beaucoup plus votre législation que le député national. C'est ça l'enjeu. C'est pas un référendum sur l'Union européenne. On est dans l'Union européenne. On ne demande pas de sortir de l'Union européenne. On peut pas. On refuse de se laisser prendre en otage par cette idée. Ouais, je pense qu'on pourrait aussi trouver d'autres citations qui disent que c'est un référendum contre François Hollande, mais c'est complètement, enfin, ça n'a rien à voir avec le sujet. Par contre, j'irai plus loin que ce qui vient d'être dit sur les députés européens. Le slogan de la campagne cette année qui a été lancé pour le vote aux élections européennes, c'est cette fois c'est différent. Oui, cette fois c'est différent parce que chaque parti a proposé un candidat à la tête de la Commission européenne. Que les États se sont, alors on n'est pas trop sûr, mais on espère engagés à respecter ce choix. Et cette fois c'est vraiment différent. Ce vote est crucial parce qu'on va décider de la personne qu'on met à la tête de la Commission européenne, qui va avoir pour la première fois une vraie légitimité démocratique, et ce qui va permettre éventuellement à terme de transformer la Commission en véritable gouvernement démocratique responsable devant le Parlement européen. On s'en rend pas compte, mais c'est une révolution démocratique. Les détracteurs de l'Union européenne passent leur vie, leur journée entière à dire c'est des technocrates, c'est Bruxelles, regardez-les, c'est des énarques. Mais non, allez voter. Vous allez voter pour des gens responsables, et c'est eux qui vont prendre les décisions. C'est le moment ou jamais, et c'est ça tout l'enjeu de ces élections. Monsieur Bedelem, vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit ? En fait, oui, excepté le fait que c'est pas nouveau. C'est-à-dire que on a commis exactement la même erreur en 2005. En 2005, on a eu un traité constitutionnel pour savoir si oui ou non on modifiait les institutions de l'Union européenne. Et finalement, le débat s'est focalisé sur pour ou contre l'Europe. Et donc, si t'es pour, tu votes pour, et puis si t'es contre l'Europe, tu votes contre ce traité. Et finalement, le problème, c'est que pourquoi est-ce que je voterais pour l'Europe ? Finalement, il y a un certain nombre de choses, d'éléments qui sont positifs et négatifs dans n'importe quelle construction, dans cette union. Encore une fois, je vous ai dit que moi j'étais un militant convaincu de cette cause européenne. Il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Il y a des choses que je ne veux pas qui soient décidées par l'Union européenne. Et puis il y a des choses en revanche où je me dis là il y a une vraie plus-value. Et donc rester dans ce même débat, ça fait que la population, les 500 millions d'Européens ou les 60 millions de Français, ils savent absolument pas ce qu'il y a dans l'Union européenne. Ils savent absolument pas le contenu de la législation. Et quand on leur dit il va y avoir il y a une directive de détachement des travailleurs qui fait qu'on va piquer des emplois, c'est complètement faux, mais c'est impossible à justifier. Donc on est incapable de pouvoir en parler. Et donc effectivement il faut une vraie politisation du débat, une vraie politisation de l'Europe, parce que là pour le coup, en revanche, je vous parlais tout à l'heure du fait que sur la réglementation bancaire, selon le bord politique dans lequel je suis, soit c'est plus de régulation bancaire, soit c'est moins de régulation bancaire. Il y a des partis qui sont pour plus d'actions en faveur de la transition énergétique et d'autres qui sont pour moins d'actions énergétiques. Il y en a qui sont pour plus d'actions en faveur de l'emploi et plus de budget en faveur de l'emploi, et d'autres qui sont pour moins de budget en faveur de l'emploi. C'est des vraies questions dans le débat et qui ne sont pas simplement je suis pour l'Europe ou contre l'Europe. Donc on ne parle pas assez, selon vous, des enjeux européens. Les Français sont assez d'accord avec vous, puisque respectivement 47% et 41% des Français pensent que la télévision et la radio ne consacrent pas suffisamment de temps aux sujets européens, ce qui correspond dans les deux cas au niveau le plus élevé de tous les États membres de l'Union européenne. Donc c'est quand même c'est révélateur. Pour poursuivre, il y a 80% du droit français en flux qui serait d'origine européenne, selon un chiffre régulièrement cité. Mais le think tank Terra Nova a mis en doute ce chiffre, estimant qu'il s'agit au maximum de 25%. En tout cas, ça peut être interprété comme une mise en danger de la souveraineté des États. Alors, qu'en est-il réellement, M. Bedelem ? Si, dans les domaines qu'on a transférés à l'Union européenne, c'est normal, parce qu'on l'a volontairement accepté, qu'il y ait une législation qui soit adoptée. Alors effectivement, le chiffre est un peu difficile, parce que la base de la législation, elle est le plus souvent européenne, mais en revanche, dans les détails de son application, dans la taille exacte de la cage à poules, là, en revanche, souvent, c'est chaque État qui va pouvoir définir les détails. C'est-à-dire qu'on va avoir une certaine flexibilité. Et donc, si vous regardez, effectivement, quand vous interrogez, on avait interrogé le secrétaire du gouvernement, donc la personne qui rédige tous les décrets.
et qui, elle, disait, moi, la plupart des décrets que je rédige, c'est des décrets français. Alors certes, c'est l'application du droit européen au tout départ, mais c'est du droit français. Donc maintenant, l'activité législative du Parlement français, effectivement, pour 80% des lois votées en France, ce sont des lois qui ont une origine européenne, qui viennent de l'Union européenne, même si ensuite, chaque État peut les adapter. Madame Elmer, je vous ai oui, vu c'est ce que je disais au départ. Moi, je disais 3/4 pour être un peu plus... Voilà. Mais effectivement, il y a bien 3/4 des textes qui arrivent à l'Assemblée nationale qui ont une origine européenne. Et comme vous l'expliquiez, effectivement, la plupart sont des directives européennes. Et le mot directive veut dire qu'il y a une base, un texte au niveau européen et qu'ensuite chaque État peut aménager dans la mise en œuvre de ce texte au niveau national, effectivement. Mais l'origine est bien au niveau européen. D'où l'importance de bien choisir ses députés, de ne pas en faire un mercato pour reclasser des politiques qui ont perdu leurs élections locales, pour ne pas recaser des gens qui ont perdu leur siège, leur ministère, etc. Et pour élire des gens qui vont au Parlement européen, qui vont travailler au Parlement européen. Moi, je vous invite à regarder, il y a des palmarès réguliers des députés européens, ceux qui travaillent pas. Malheureusement, ceux qui travaillent, ce sont en général ceux qui ne sont pas forcément connus et médiatisés. Donc il y a une vraie responsabilité des médias, comme vous le disiez. On connaît très mal les institutions européennes. Il y a une vraie responsabilité de l'école aussi. On n'enseigne quasiment plus aujourd'hui les institutions européennes à l'école, et encore de moins en moins. L'histoire européenne va quasiment disparaître des programmes de lycée, de collège, etc. Donc c'est sûr que ça n'aide pas à une bonne compréhension de ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. D'où l'importance de cette politisation, effectivement, comme tu le soulignais, d'avoir une incarnation, une figure, quelqu'un qui fasse campagne dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc chez les centristes, on a choisi Guy Verhofstadt, qui va donc aller dans tous les pays de l'Union européenne, s'exprimer, présenter son programme, et il y aura des débats télévisés entre les candidats des différents groupes politiques. Là, ça se rapproche quand même fortement d'une élection présidentielle en France. Donc je pense que ça va quand même beaucoup plus réveiller les consciences et les foules. En tout cas, je l'espère. Donc ne partez pas en week-end le 25 mai, ou faites des procurations si vous le faites. J'ai pas mal de choses à rajouter sur ce qu'on m'a dit. Très rapidement sur l'éducation, je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, notre association Les Jeunes Européens, on va dans les écoles. Et voilà, j'aimerais un peu faire de la pub à ça. Ça s'appelle l'Europe à l'école. Et c'est un programme qui nous permet de parler vraiment. Et on s'aperçoit que voilà, les jeunes ne connaissent rien à l'Europe. Sur ce que vous avez dit sur les médias, mais dites-le aux médias. Dites-le que les Français attendent à ce qu'ils parlent d'Europe. Là, aujourd'hui, en ce moment, sur France 24, vous avez un débat Jean-Claude Juncker, Martin Schulz. Pour la première fois, le tête de liste de la gauche affronte le tête de liste de la droite. Rien, pas une information, rien du tout. Pourtant, c'est en ce moment et c'est hyper important. Et ensuite, pour revenir plus précisément à votre question, le chiffre des 80%, il est très discuté. Il y a un très bon article de Jean Quatremer sur son blog Les coulisses de Bruxelles, que je vous invite à aller voir, qui est très pertinent, notamment... Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup de lois? La loi qui abolit la peine de mort, elle fait une ligne, c'est une seule loi, et quel retentissement. Mais sur quelque chose sur lequel on a moins réagi, c'est sur la souveraineté. Vous dites, est-ce que c'est une menace pour la souveraineté française? Non, c'est pas une menace. C'est même pas la cause de la perte de la souveraineté. C'est une conséquence de la perte de la souveraineté de la France. La France, sur tout un tas de questions, n'est plus souveraine. Mais pas du tout parce qu'elle a dit on va donner notre pouvoir à l'Europe. Parce qu'avant cela, on est dans un monde globalisé, on est dans un monde mondialisé. Sur, par exemple, notre dette publique, elle se finance sur un marché ouvert. N'importe qui peut acheter notre dette. Et on perd du pouvoir là-dessus. Et ce pouvoir, on le regagne en fait en allant dans l'Union européenne. On essaye de faire croire qu'on est encore souverain sur tout, qu'on peut tout décider. Mais là, je veux dire, on le voit très clairement. Non, on atteint nos limites. C'est visible. Et pour regagner cette souveraineté, il est essentiel de le faire au niveau européen. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de lois européennes. C'est pour ça que c'est les plus importantes. Et c'est pour ça qu'il en faut beaucoup plus pour qu'on puisse avoir un réel impact sur tous ces flux qui dépassent le cadre des États. Il y a eu dans un sondage fait par l'IFOP, on demandait aux personnes de se prononcer sur l'élection d'un président de l'Europe au suffrage universel direct. Est-ce que selon vous, il faudrait aller jusque-là, ou c'est oui, simplement... définitivement. Je pense que ça serait un signal très fort de cette politisation de la vie économique, de la vie européenne, du renforcement de cette démocratie que l'on attend au niveau européen. Et moi, je pense effectivement qu'il faudrait aller jusque-là. Alors par étapes, évidemment, on n'y est pas encore, mais c'est vraiment, je pense, l'une des décisions majeures que les citoyens espèrent, attendent, pour regagner confiance dans l'Union européenne.
Vous êtes d'accord Alors, en fait, la question est pas super. Enfin, la réponse n'est pas super claire. Même si la question, elle l'est. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut un président élu démocratiquement, idéalement au suffrage universel, pour présider l'Union européenne? Oui. Et là, à partir du moment où on a décidé de transmettre un certain nombre de pouvoirs à l'Union européenne, effectivement, il faut le plus de démocratie possible. Maintenant, derrière cette question, vient une autre question qui est: est-ce que les présidents des États actuels doivent devenir des préfets et doivent devenir donc des gens qui vont appliquer ces décisions de ce président élu démocratiquement de l'Union européenne? Et là, la réponse n'est pas aussi claire. Oui, moi je vais pas du tout être d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que je pense que là c'est transposer une vision purement franco-française à un problème européen. Non, je suis contre l'élection du suffrage, au suffrage universel direct d'un président européen, parce que le modèle présidentiel est un modèle franco-français, qu'il n'est adopté par aucune autre démocratie en Europe, et que je ne vois pas pourquoi, parce qu'on est français cocorico, on dirait mais attendez, notre système c'est quand même le mieux, parce que chaque année on se tape sur la figure et on fait la gauche contre la droite et on élit un type qui est censé être l'homme providentiel qui va sauver vos vies. C'est un super héros à qui on met la cape de super président, et au final, au bout de 2-3 ans, quelle que soit la couleur, on est déçu.